L'image que vous avez d'un monastère médiéval, c'est celle que tous vos cours d'histoire ont fabriquée. Murs de pierre, chandelles, silence. Un ordre que le monde extérieur ne pouvait pas troubler. Ce que l'histoire a choisi d'omettre, c'est l'unique problème d'ingénierie qui décidait si tout ça passerait l'hiver. Les moines de l'abbaye de Fountains, dans le Yorkshire du Nord, n'ont pas fait tenir leur communauté plus de 4 siècles uniquement grâce à la foi. Ils ont tenu parce qu'ils ont réglé un problème que votre réfrigérateur gère pour vous sans effort. Le jour où ce frigo s'arrête, après une tempête, une panne du réseau, après 3 jours de coupure, il n'y a plus rien derrière. Ces moines n'avaient pas de réfrigérateur. Ils gardaient une nourriture mangeable et nourrissante pendant 2 ans. Pas ils essayèrent de la garder fraîche. Ils la gardaient, à grande échelle, à travers des famines successives attestées. Pas avec des outils coûteux, pas avec des matériaux importés, pas avec quoi que ce soit qui exige une transaction avec quelqu'un. Avec du sel et avec la biologie. Avec le même processus invisible qui se déroule en ce moment sur chaque feuille de chou non lavée dans votre cuisine. Et le coût total, rien. Ce savoir n'a pas été oublié par hasard. On l'a rendu gênant, volontairement. L'année où cette gêne est devenue une industrie, et l'entreprise précise qui a bâti dessus un système de facturation, arrive dans moins d'1 minute. Les moines ont pris une décision précise qui a transformé ça d'une solution provisoire en quelque chose qui a survécu au monastère lui-même. Pas le récipient choisi, pas la température de stockage. Une décision. Elle arrive tout de suite. L'histoire de la façon dont ce savoir a quitté votre foyer commence avec Louis Pasteur et un mot détourné en arme avant même d'être compris. Pasteur publie sa théorie des germes en 1857. Dans les années 1870 et 1880, la presse populaire en Amérique et en Grande-Bretagne l'avait déjà réduite à une phrase « La fermentation implique des micro-organismes. Les micro-organismes causent des maladies, donc la fermentation est dangereuse. » Ce raisonnement passe du presque juste au totalement faux en un seul pas. Mais il a fait vendre d'une façon qui a changé ce que croyaient vos arrière-grands-parents. H.E.G. Heinz réorganise son entreprise alimentaire en 1876 et passe la décennie suivante à bâtir un empire sur ce basculement culturel. Dans les années 1890, son usine de Pittsburgh traitait chaque année des millions d'unités de cornichons, condiments et sauces conservés industriellement. La revue professionnelle, The National Provisioner, qui commence à suivre l'industrie alimentaire américaine en 1891, a documenté la croissance explosive du secteur de la mise en conserve et de la conservation industrielle pendant toute cette décennie. Rangée après rangée de bocaux, transformés industriellement, vendus par un secteur qui avait besoin que vous croyiez que la version faite chez vous était, elle, la dangereuse. La fermentation domestique n'a pas reculé parce que quelqu'un avait prouvé qu'elle était inférieure. Elle a reculé parce qu'une industrie avait besoin qu'elle le paraisse. La différence entre les deux, c'est la différence entre la science et le marketing. On ne peut pas facturer un pot de choux salés posé dans la cave de quelqu'un. On ne peut pas vendre chaque mois quelque chose qu'un foyer fabrique une fois et utilise pendant 2 ans. Le cycle de facturation n'avait tout simplement pas de place pour le gratuit. Pas faux. Gênant. Les royaumes médiévaux qui faisaient tourner des caves de fermentation complètes ne peuvent pas être facturés. C'était ça, le problème que l'industrie devait résoudre. Et elle l'a résolu en enterrant ce savoir sous une association culturelle avec le danger que la plupart des gens n'ont jamais pensé à remettre en cause. Mais voici la question que l'industrie alimentaire espérait que vous ne poseriez jamais. Comment, exactement, ce système médiéval marchait? Comment il gardait des communautés en vie dans des conditions qui feraient tomber un foyer moderne en 2 semaines? C'est ce qui vient maintenant. Ce n'est pas une idée nouvelle. L'armée romaine conservait déjà des légumes en saumure, avant même qu'on pose la première pierre du premier monastère médiéval. Mais l'Europe médiévale en a fait un système institutionnel, répétable et architectural. La règle de Saint-Benoît, rédigée en 516, consacre tout son 31e chapitre à la fonction du cellérier du monastère. Pas l'abbé, pas le maître d'œuvre, le cellérier. Sa mission était unique et non négociable, faire en sorte que ce qui était stocké l'été reste suffisant et mangeable au printemps suivant. Le chapitre 31 de la règle dit que le cellérier doit gérer tous les biens du monastère avec soin, sans gaspillage, en sachant qu'il porte la responsabilité de la survie matérielle de toute la communauté. Saint Benoît n'a pas écrit ce chapitre parce que stocker la nourriture était simple. Il l'a écrit parce que le stockage alimentaire était le défi d'ingénierie le plus lourd de conséquences pour un monastère. Si le cellérier se trompait, le monastère mourait. Pas il peinait, il mourait. Ibn al-Awwam,
l'agronome arabo-andalou, qui a compilé son traité d'agriculture Kitab al-Filaha à Séville vers 1180, a consacré de longues sections à la conservation des légumes et des olives en saumure salée. Il y décrit les conditions précises nécessaires pour maintenir des aliments stockés sur plusieurs saisons. Stockage souterrain, basse température stable, concentration de sel suffisante et protection contre l'air. Il ne théorisait pas. Il consignait ce que 3 générations de pratiques agricoles dans la péninsule ibérique avaient confirmé encore et encore dans des conditions dures. Son œuvre a circulé dans l'Europe médiévale par les réseaux de copies des scriptoria bénédictins et cisterciens. Le Taquinum Sanitatis, manuel de santé et de maison du XIVe siècle issu d'un compendium médical arabe plus ancien d'Ibn Boutlan, répertoriait les aliments avec leurs propriétés de conservation, en notant le rôle du sel et de la fraîcheur souterraine pour prolonger, d'une saison à l'autre, la durée de stockage des légumes et des aliments préparés. Des exemplaires très conservés du Taquinum Sanitatis existent dans des bibliothèques à Vienne, Paris et Rome. Ce n'étaient pas des textes théoriques, c'étaient des manuels domestiques pratiques, écrits pour des gens qui devaient manger en mars ce qu'ils avaient cultivé en septembre. Ce que les moines de l'abbaye de Fontens avaient compris de la biologie de la conservation des aliments. Et ce que vous allez construire pour le prix d'un petit sac de sel commence par un principe si simple qu'il tient en une seule phrase. Dans sa documentation, English Heritage décrit le cellarium de l'abbaye de Fontens, longue salle de stockage voûtée, souterraine, creusée dans le flanc de la colline, comme l'un des entrepôts médiévaux les mieux conservés du nord de l'Europe. Cette salle n'a pas été bâtie pour faire joli, elle l'a été parce que la géologie et la température du sol offraient aux moines l'environnement qu'exigeait la biologie. English Heritage précise qu'elle s'étend sur près de 300 pieds et permettait de nourrir pendant de longues ruptures d'approvisionnement une communauté de plusieurs centaines de moines et de frères convers. La grande famine de 1315 à 1322, que l'historien William Chester Jordan a étudié avec minutie dans son ouvrage de 1996, The Great Famine, Northern Europe in the Early 14th Century, a tué entre 10 et 15% de la population d'Europe du Nord après 7 années d'affilée de récoltes catastrophiques. Les communautés dotées de systèmes efficaces de fermentation et de stockage souterrain y ont survécu dans des proportions que les communautés laïques voisines, privées de ces systèmes, n'ont jamais atteintes. Et chacun d'eux a résolu ça sans payer personne, sans facture, sans fournisseur, sans contrat de service. La biologie n'a pas changé d'un seul paramètre depuis que Saint Benoît l'a codifiée en 516 de notre ère. Elle se trouve en ce moment même sur chaque légume non lavé de votre cuisine. Et presque personne ne s'en sert. Vous avez ça sous les yeux depuis toujours sans jamais faire le lien. Quand vous croquez dans un cornichon à la nette, vous goûtez de l'acide lactique. Cet acide n'est pas un additif. Il est produit par des bactéries qui vivaient déjà sur la peau de ce légume avant même sa récolte. Les bactéries lactiques, une famille de micro-organismes présentes à la surface de chaque feuille de chou cru, de chaque betterave, de chaque navet, de chaque carotte, consomment les sucres naturels des légumes et produisent de l'acide lactique comme sous-produit. Cet acide fait baisser le pH du liquide autour. Imaginez le pH comme un cadran qui va de sûr à hostile. Au niveau atteint par la fermentation lactique, à peu près l'acidité d'un jus d'orange, presque aucun agent pathogène capable de rendre un être humain malade ne survit. Le milieu devient chimiquement inhabitable pour les organismes dont vous ne voulez pas. Pensez au pain, au levain. Le levain chef n'a pas besoin qu'on ajoute de la levure du commerce. Des levures sauvages vivent déjà dans la farine. Vous n'introduisez rien d'étranger. Vous donnez juste aux bons organismes les conditions pour prendre le dessus et exclure tous les autres. La lactofermentation fonctionne pareil. Sel, légumes tassés, temps. La biologie fait le reste. La terre fonctionne comme une glacière gratuite. Creusée à 4 pieds de profondeur sous n'importe quel climat tempéré, et la température du sol se stabilise autour de 50 degrés Fahrenheit toute l'année. Assez froid pour ralentir l'activité bactérienne presque à zéro, pas assez pour geler le contenu. Voilà un réfrigérateur sans électricité, sans entretien et sans coût mensuel. Les moines de Fountains Abbey n'ont pas découvert ce principe. Ils ont construit autour une salle de pierre de 300 pieds. La plupart des gens qui essaient ratent une étape. La première, et c'est la différence entre un pot qui se garde 2 ans et un pot qui devient mou et désagréable avant la fin du premier mois. Voici ce qu'il vous faut. Voici ce qu'il vous faut. Je veux être honnête avec vous sur chaque chiffre. Un pot en céramique à large ouverture ou un bocal en verre. Un bocal type Mason trouvé en ressourcerie coûte $1. Un pot de fermentation en céramique neuf coûte entre 10 et $20. Un seau alimentaire propre en plastique convient aussi. Tout contenant non réactif fait l'affaire. Du sel non iodé, sel à marinade,
Sel cacheur ou sel de mer brut sans anti-agglomérant. Un sachet standard en supermarché. Moins de 2 $. Des légumes fermes, choux, carottes, navets, betteraves, radis, cultivés dans votre jardin, gratuit, acheté au marché. 2 à 4 $ pour plusieurs livres. Un poids qui passe dans l'ouverture du récipient, une pierre lisse, un sac zip rempli d'eau salée, un petit bocal rempli d'eau posé dessus, un linge ou un couvercle posé sans serrer, c'est vraiment tout. Les moines de Fountains Abbey travaillaient avec des pots en terre cuite et des galets lisses. Vous utilisez des outils qu'ils auraient jugés très bien équipés. La plupart des gens qui essaient ratent une étape. La première, et c'est la différence entre une fermentation qui tient 2 ans et une fermentation qui échoue avant la fin du premier mois. Voici l'erreur que presque tout le monde fait. Ils utilisent du sel de table iodé. L'iode a été ajouté au sel de table courant à partir des années 1920 aux États-Unis, comme mesure de santé publique contre la carence en iode. C'est son rôle et il le remplit bien. Le problème, c'est que les bactéries lactiques sont des micro-organismes. Le sel iodé est formulé pour freiner les micro-organismes. Il freine précisément ceux dont la fermentation a besoin, avant même que le processus ait le temps de s'installer. Le chou reste dans son liquide salé, sans vraiment fermenter ni se conserver correctement, jusqu'à pourrir. Dans son livre de 2012, The Art of Fermentation, l'auteur culinaire et chercheur en fermentation Sandor Katz documente la préférence universelle, dans les cultures traditionnelles de fermentation du monde entier, pour le sel brut non iodé. Une préférence antérieure à toute compréhension de la chimie de l'iode, née uniquement de l'observation de ce qui marchait au fil des générations. Prenez du sel à marinade, prenez du sel cacheur, prenez du sel de mer sans additif. Vérifiez l'étiquette avant d'acheter. Si de l'iode apparaît dans la liste des ingrédients, reposez-le en rayon. Maintenant, prenez une tête moyenne de chou vert, environ 2 livres. Émincez-la finement, à peu près l'épaisseur d'une pièce. Travaillez tout le chou, sauf le trognon. Pesez le chou émincé. Cette étape compte plus que toute autre mesure du procédé. Pour chaque livre de chou émincé, à peu près le poids d'un livre de poche standard, comptez 1 cuillère à café rase de sel non iodé. Pas bombé, pas arrondi. Rase. On obtient ainsi une concentration de sel de 2% du poids. C'est le seuil minimal où les bactéries lactiques prennent régulièrement et sûrement le dessus sur les organismes d'altération. Plus haut, le résultat sera plus salé et fermentera plus lentement. Plus bas, c'est peu fiable et le risque n'en vaut pas la peine. Ajoutez le sel mesuré directement au chou émincé dans un grand saladier. Travaillez-le des 2 mains pendant 10 bonnes minutes. Pressez-le, tassez-le, défaites-le, puis recompressez-le. Vous brisez les parois cellulaires du chou et forcez l'eau stockée dans chaque cellule à sortir. Imaginez qu'on essore une serviette mouillée, sauf qu'ici, la serviette produit son propre liquide à mesure qu'on la travaille. Après 10 minutes de pression continue, le saladier contient une masse de chou visiblement affaissée, flétrie, baignant dans son propre jus. Ce liquide, c'est la saumure. C'est le milieu où tout le processus se déroule. C'est la barrière qui protégera le produit fini jusqu'à 2 ans au froid. Goûtez un petit morceau à ce stade. Il doit paraître agréablement salé, comme un bouillon bien assaisonné, pas écrasant, pas fade. Si c'est trop salé et désagréable, incorporez un peu plus de chou travaillé pour faire redescendre la proportion sans gâcher la fournée. Tassez fermement le chou dans votre récipient. Servez-vous de votre poing, enfoncez-le par couche, en comprimant chacune avant d'ajouter la suivante. À chaque pression, vous chassez les poches d'air et faites remonter la saumure au-dessus du chou. Le but est que le niveau du liquide dépasse la surface du chou tassé d'au moins l'épaisseur de votre ongle. Si la surface n'est pas couverte, ajoutez un peu de saumure de secours, une cuillère à café rase de sel non iodé, dissoute dans une tasse d'eau, jusqu'à ce que le chou soit entièrement immergé. Posez votre poids sur le chou tassé. C'est l'étape que la plupart des gens sautent. C'est elle qui faisait la différence entre un cellier cistercien qui gardait de quoi manger tout l'hiver et un autre vidé dès mars. Toute surface de légumes exposée à l'air au-dessus de la saumure développera des moisissures aérobies plutôt que des bactéries lactiques. En général, cette moisissure n'est pas dangereuse, mais elle ruine la texture et le goût de tout ce qu'elle touche. Puis, elle s'étend. Un poids qui maintient toute la masse sous la surface du liquide élimine ce problème une fois pour toutes. Les moines de Fountains Abbey utilisaient des galets lisses nettoyés avant usage. Vous pouvez prendre une pierre plate, un petit bocal rempli d'eau, ou un sac de congélation rempli de saumure et plaqué à plat sur la surface. Couvrez l'ouverture du récipient d'un tissu fixé avec un élastique. Ne le fermez pas hermétiquement. La fermentation produit du dioxyde de carbone en continu. Un contenant scellé monte en pression. Le tissu laisse le gaz s'échapper tout en bloquant les insectes. Placez le récipient quelque part entre 60 et 75 degrés Fahrenheit.
Un plan de travail de cuisine convient. Une étagère de cave convient aussi. L'étape suivante est celle que la plupart des gens sautent. C'est aussi celle qui faisait la différence entre un cellier capable d'approvisionner Fountains Abbey pendant 8 mois d'hiver du nord de l'Angleterre et un autre qui lâchait avant le printemps. Au bout de 24 à 48 heures, de petites bulles apparaîtront. Elles remonteront lentement dans la saumure, une par une. C'est le dioxyde de carbone produit par les bactéries lactiques qui consomment le sucre du chou. Le pH commence déjà à baisser. La fermentation a démarré et va désormais se défendre elle-même. Après 3 à 5 jours de bulles actives à température ambiante, mettez le récipient au froid, sous 55 degrés Fahrenheit. Une cave à légumes est idéale. Un sous-sol non chauffé en hiver convient. Un réfrigérateur ordinaire convient aussi. Le froid n'arrête pas la fermentation. Il la ralentit presque jusqu'à zéro. L'acide lactique déjà produit reste dans la saumure et continue de protéger l'aliment. À ce stade, le pH de la saumure tourne autour de 3 à 3,5, l'acidité d'un jus d'orange, et presque aucun organisme capable de rendre l'être humain malade ne peut survivre dans un tel milieu. Laissez faire, vérifiez toutes les 2 semaines. Repoussez sous la saumure tout ce qui a flotté au-dessus. Retirez toute pellicule blanche en surface si vous en voyez une. C'est le plus souvent de la levure cam, inoffensive mais au goût désagréable. Et une fois enlevée, elle reste sous contrôle. Gardez les légumes immergés. C'est tout l'entretien nécessaire. Au bout de 2 semaines, la choucroute est mangeable, douce, légèrement acidulée, fraîche. Au bout de 3 mois, le goût a gagné une complexité introuvable dans un produit industriel, quel qu'en soit le prix. Au bout de 6 mois, elle est plus vive, plus profonde, et reste intacte sur le plan nutritionnel. Le chirurgien naval James Lind, dans son traité du scorbut de 1747, a montré que la vitamine C est préservée dans les légumes fermentés par le milieu lactique, au lieu d'être détruite par lui. La même propriété qui amena le capitaine James Cook à emporter des tonneaux de choucroute lors de ses voyages dans le Pacifique dans les années 1770, pour prévenir le scorbut chez son équipage. Après 12 à 18 mois dans un froid constant, légumes maintenus sous la saumure tout du long, le produit reste sûr, toujours comestible, toujours nourrissant. 2 ans. Sans électricité, sans réfrigération, sans un seul achat après le sel de départ. Un bocal fait ça pour une personne. Alors, une famille de 4 qui fait tourner 4 grands pots de fermentation, chacun contenant environ 5 livres de légumes fermentés, obtient 1 an de réserve de légumes conservés avec un seul après-midi de travail d'automne, sans aucun coût continu, semaine après semaine. Ce que les moines cisterciens de l'abbaye de Fountains ont fait avec ce même principe à l'échelle d'une communauté entière. Et ce que ça veut dire pour votre quartier aujourd'hui change complètement la façon de voir le problème. À son apogée, au XIIIe siècle, l'abbaye de Fountains ne stockait pas seulement pour sa communauté monastique. D'après la documentation d'English Heritage et les travaux de l'historien David Knowles, dont l'étude de référence The Monastic Order in England analyse l'organisation du monachisme anglais médiéval, le monastère entretenait des infrastructures agricoles et de stockage réparties entre plusieurs granges, des domaines ruraux éloignés gérés par des frères convers, qui nourrissaient ensemble plusieurs centaines de personnes pendant des années de pénuries successives. Ils ne réagissaient pas à la famine. Le système était en place des années avant qu'elle n'arrive. Il tournait sans demander la permission à qui que ce soit, sans chaîne d'approvisionnement extérieure, et sans une seule facture. Pas de facture, pas d'infrastructure au-delà de ce qu'ils avaient été construits une fois pour toutes, pas besoin de demander la permission. L'abbaye de Rievaulx, elle aussi dans le Yorkshire, et l'abbaye de Tintern, au pays de Galles, toutes actes documentés dans les publications de sites d'English Heritage, reposaient sur le même principe architectural. Cellier souterrain, cuve de fermentation, stockage au frais intégré à la géométrie du coteau. Pour une communauté médiévale qui devait fonctionner, ce n'était pas une technologie exceptionnelle. C'était la procédure normale de toute institution décidée à survivre. Il y a un cas où ça marche moins bien. Les ingénieurs médiévaux le savaient. Et leur solution, c'est la dernière chose de ce script. La lactofermentation dans un lieu de stockage chaud ne s'arrête pas. Le froid la ralentit. Si votre espace de stockage ne descend jamais de façon fiable sous 65 degrés Fahrenheit pendant l'hiver, la fermentation continuera au-delà du point, où la plupart des gens trouvent encore le résultat agréable. L'acidité continue de monter. La texture continue de se défaire. La nourriture reste saine, mais devient de plus en plus difficile à manger au-delà de 12 à 14 mois, au lieu de rester stable pendant 2 ans. La solution médiévale, c'était de creuser. En climat tempéré, la température de la Terre se stabilise autour de 50 degrés Fahrenheit, à une profondeur d'environ 4 pieds, quel que soit le temps en surface. Le cellier de l'abbaye de Fountains a été creusé directement dans le coteau, précisément, parce que cette température était celle dont la biologie avait besoin, et que le coteau la fournissait gratuitement.
English Heritage décrit la structure comme l'un des exemples les plus complets encore conservés d'architecture médiévale de stockage souterrain en Europe du Nord. Les moines ne l'ont pas bâti pour impressionner les visiteurs, ils l'ont bâti parce que la température intérieure répondait à une exigence d'ingénierie. Vous n'avez pas besoin d'une salle voûtée en pierre. Un trou de 3 à 4 pieds de profondeur, tapissé de paille et couvert d'une planche puis d'une couche de terre, vous donne la même physique gratuitement. Si vous vivez dans un climat chaud, placez un thermomètre au point le plus bas d'un sous-sol non chauffé et lisez-le au bout de 24 heures. En dessous de 55 degrés pendant l'hiver, vous avez un cellier médiéval. Au-dessus de 65 de façon constante. Augmentez la proportion de sel pour ralentir la fermentation et prévoyez d'utiliser le produit avant 14 mois plutôt que d'essayer de le garder 2 ans. Si la température est bonne, la biologie fait le reste sans vous. Le cellier voûté de l'abbaye de Fountains est toujours debout. Vous pouvez le traverser à pied. Le site, dans le North Yorkshire, est géré par English Heritage et ouvert aux visiteurs. La même température du sol qui passait dans ces pierres, vers 1200, les traverse encore aujourd'hui. La même biologie sur laquelle ces moines comptaient pour faire tenir leur communauté pendant la grande famine de 1315 n'a pas changé d'un seul mécanisme. Les moines ont disparu. Les factures qu'ils n'ont jamais payées ne sont dues à personne. L'industrie qui a remplacé leur méthode, elle, continue de facturer. Les bactéries lactiques sont dans votre cuisine en ce moment même. Elles attendent à la surface de chaque feuille de chou non lavée que vous avez déjà achetée. Le procédé marche toujours. La règle de Saint-Benoît en décrivait déjà les exigences en 516, et rien n'a changé. Ce que vous faites avec un bocal et une cuillère à café de sel non raffiné produit exactement ce que faisait le cellier de l'abbaye de Fountains. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ça marche.